J'ai vu Mira plisser les yeux tandis que je refermais doucement la porte d'entrée derrière moi. La lumière dorée du soir filtrait par la fenêtre du couloir et se répandait autour de mes pieds comme de l'ambre liquide. Dans ma main, je serrais la fine enveloppe qui contenait le mensonge que j'avais si soigneusement semé. Une lettre de licenciement, les lettres austères gravées en haut, un document que j'avais forgé dans le silence de mon bureau quelques heures plus tôt. Je sentais mon pouce apaisé tandis que je glissais le papier sur la table basse entre nous, me détournant juste assez longtemps pour entendre son léger murmure contre le bois poli. En me retournant, j'ai vu l'expression de Mira passer de l'inquiétude curieuse à l'incrédulité en un clin d'œil. « Chérie, j'ai été viré », ai-je dit d'une voix mesurée, les mots sortant presque trop facilement. Ma gorge était sèche, mes paumes froides malgré l'adrénaline qui flottait dans mes veines. Je regardais à nouveau le journal, comme si je le lisais pour la première fois, et un léger hochement de tête ponctua mon mensonge. Elle s'avança vers moi, les sourcils froncés, comme si jadis elle me trouvait attachant, soucieux, attentionné, protecteur. Mais quelque chose dans sa posture se retirait déjà, une tension fragile que j'avais commencé à ressentir des mois plus tôt, chaque fois que nos regards se croisaient à la table du petit déjeuner ou dans les couloirs sombres de notre chambre, le soir. Mira croisa les bras, son poids se déplaçant d'un pied sur l'autre, comme si elle hésitait entre réconfort et critique. Je sentis cette vieille douleur dans ma poitrine, le souvenir d'une époque plus calme où elle m'aurait enlacé, murmuré des mots rassurants, me disant que tout irait bien. Mais dès que ces souvenirs refirent surface, elle les chassa, ses lèvres s'incurvant en une expression de mépris plutôt que de sympathie. « C'est bien compréhensible, » dit-elle, assez fort pour résonner dans le haut plafond du salon. Sa voix semblait étrangère, saccadée, imparable. « On n'apporte jamais rien de concret, d'inutile. » Ce mot me frappa au creux de l'estomac. Simple, brutal, une griffe acérée plus douloureuse qu'un coup de poing américain. Ce n'était pas la première fois qu'elle le prononçait, mais l'entendre maintenant en réponse à ma crise imaginaire me fit prendre conscience de notre dérive. J'avalai et expirai lentement, le visage impassible, la posture détendue, comme si son venin n'était qu'un souffle de vent. Pourtant, quelque chose de plus sombre s'agita en moi, un mélange de choc, de trahison et de la froide clarté de la résolution. J'avais répété ce moment, imaginé sa réaction de mille et une façons. Des larmes, une douce inquiétude, de la colère envers son employeur pour m'avoir licencié injustement, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle se précipiterait pour me condamner au lieu de me défendre. La lettre de promotion que j'avais scellée dans une enveloppe plus tôt ce matin-là, une véritable promotion au poste de directeur régional, assortie d'une augmentation significative, reposait toujours dans le tiroir de mon bureau, intacte, son encre vive, se moquant du mensonge que j'avais lancé. En même temps, son incrédulité était le résultat du test que j'attendais. La confirmation que notre partenariat était terminé, irrémédiable. Elle se détourna, ses talons claquant sur le parquet comme un verdict définitif. Sans un regard en arrière, elle traversa la pièce d'un pas lourd et se jeta sur le canapé, se recroquevillant en boule d'exaspération. Je restai planté là, l'enveloppe lourde à la main, déconcerté par la désinvolture avec laquelle elle m'avait rejeté. J'aurais voulu lui demander ce qui avait changé entre nous. Mais la pointe de sa colère me fit hésiter. Au lieu de cela, je me glissai dans le fauteuil en face d'elle, déposant l'enveloppe sur la coudoir et m'asseyant avec la sérénité d'un homme qui garde le contrôle. « Ça t'intéresse au moins. »« Pourquoi ?» demandai-je doucement, sans être tout à fait rhétorique. Elle me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et laissa échapper un rire amer, un son dénué d'humour. « Pourquoi ? Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi tu n'arrives pas à garder un emploi ? Pourquoi me fais-tu perdre mon temps ? Tu n'as aucune idée de ce qu'est le vrai travail. » Ces mots étaient plus blessants que toute vérité. Car en eux résidait le poids de déceptions répétées, l'accumulation de jours où elle sursautait à mon contact, où son téléphone restait posé sur le comptoir de la cuisine, où le rire était devenu un étranger à la maison. Elle ne me voyait plus. Plus l'homme qui avait constitué nos économies, un dépôt après l'autre, qui était resté tard au bureau pour finir ses rapports ou s'était porté volontaire pour entraîner l'équipe de foot de notre fille. Elle ne voyait qu'un échec, un handicap. Je restais silencieux, mais en moi, les pensées se bousculaient. Le souvenir de sa main sur mon bras lorsque nous avons quitté le tribunal. Son sourire, la plus vive lumière que j'ai jamais connue. Les nuits où nous étions restés éveillés à discuter de projets d'avenir. Sa confiance aveuglante. Maintenant, la confiance était en miettes. Sa voix s'éleva de nouveau. Si on ne peut même pas se faire virer correctement, à quoi bon ?
Et voilà le verdict dont j'avais besoin. La femme que je croyais être ma partenaire, celle à qui j'avais confié tous mes secrets et toutes mes peurs, avait échoué au seul test qui comptait. Quand la tempête éclata, elle laissa libre cours à sa cruauté plutôt qu'à sa sollicitude. Je déglutis à nouveau, sentant les derniers doutes s'évanouir. L'obscurité qui s'était accumulée en moi s'avança, froide et déterminée. Je n'allais pas l'affronter maintenant. Pas encore. J'allais rester assis là, absorbant chaque trait de son dédain, chaque accusation, jusqu'à ce que je comprenne parfaitement la forme de sa trahison. Alors, je choisirais ma réponse. Je me laissais aller dans le fauteuil et expirer jusqu'à ce que la tension se dissipe de mes épaules. Mira était assise sur le canapé, les bras autour d'elle, les yeux fixés sur le mur du fond. Le mensonge avait fait son effet. J'avais appâté sa loyauté, et elle avait mordu à l'hameçon. Cette nuit-là, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Pas le calme chaleureux et reposant que procurent deux personnes qui s'endorment après une longue journée. Non, c'était le silence de quelque chose de mort dans la pièce. Quelque chose qui ne respire plus. Mira ne me souhaita pas bonne nuit. Elle ne m'a pas touché l'épaule ni demandé comment je me sentais après avoir soi-disant perdu mon emploi. Elle ne s'est même pas attardée dans le salon assez longtemps pour feindre l'inquiétude. Au lieu de cela, elle est passée devant moi, sa robe de soie ondulant autour de ses jambes, son téléphone collé à sa main, et a disparu dans la chambre sans un mot. Je suis resté seul sur le canapé, dans la faible lueur bleue de la télévision, qui s'était tue depuis longtemps après qu'une chaîne d'information l'ait désactivée. Je ne me souvenais même plus de ce que je regardais. Je ne pouvais que repasser le moment précédent dans ma tête. Sa réaction, ses mots, le venin qui coulait de sa langue comme si elle avait attendu le moment où elle pourrait le déchaîner sans culpabilité. Ce n'était même pas le choc. Il n'y avait aucune surprise dans sa voix. Elle avait cru que j'avais été viré instantanément, avec empressement. Cette vérité m'a plus éclairé que tout le reste. Je me suis penché en avant, j'ai posé mes coudes sur mes genoux et me suis frotté le visage des deux mains comme pour effacer tout ce que je venais d'entendre et de ressentir. Les coussins du canapé sous moi étaient moelleux, mais je sentais le poids de la maison entière peser sur moi. Les murs, les photos sur la cheminée, l'horloge qui tic-tac comme un lent métronome. Tout autour de moi me semblait soudain étranger, comme si je n'étais plus l'homme qui vivait ici. J'étais un étranger visitant les vestiges d'une vie à laquelle il croyait autrefois. Je jetai un coup d'œil à la porte de la chambre, maintenant fermée par ce petit rayon de lumière au fond, une faible lueur de sa lampe de chevet. J'avais l'habitude de trouver du réconfort dans cette lumière. Maintenant, cela ressemblait à un signal d'alarme. Reste à distance. Mira n'avait même pas essayé de parler. Aucune inquiétude, aucune prise de nouvelles, aucune question du genre, que s'est-il passé, ou, ça va. Je m'attendais à quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, elle avait agi comme si mon échec confirmait un soupçon qu'elle nourrissait depuis longtemps. Comme si elle savait que cela arriverait et avait déjà préparé comment me traiter si cela arrivait. C'était ce qui me faisait le plus mal. Non pas le mensonge que je lui avais dit, mais la rapidité avec laquelle elle y avait cru et la facilité avec laquelle elle me laissait seul sur le canapé comme si je n'avais aucune importance. Je me suis adossé et j'ai fixé le plafond. La lumière au-dessus de moi bourdonnait faiblement, et j'entendais le bourdonnement du réfrigérateur au bout du couloir. Chaque bruit me semblait lointain, monotone. Mais même dans le silence, mes pensées hurlaient. Je repensais aux derniers mois. La distance. Qu'elle ne riait plus jamais à mes blagues. Que je devais parfois me répéter parce qu'elle n'écoutait pas vraiment. Les petits gestes, ma main sur la sienne, un baiser sur la joue, même la frôler dans le couloir. Elle se reculait à chaque fois. Comme si j'étais faite d'électricité statique. Comme si être près de moi me piquait. Ce n'était pas seulement la distance. C'était un repli. Je croyais que c'était le stress. Le travail, peut-être un changement hormonal ou un coup de mou. Tout le monde en traverse. Les mariages ont leur saison. C'est ce que je me disais. Mais maintenant, assise dans ce silence, je n'en étais plus si sûr. Ce n'était plus une période difficile. C'était comme une campagne, un retrait lent et calculé. J'ai regardé le petit cadre sur la table basse. Notre photo de mariage. La tête de Mira posée contre mon épaule, son large sourire sans filtre. Je regardais l'objectif avec une immense fierté. Je me souviens de ce jour comme si c'était la semaine précédente.
La façon dont ses doigts se sont entrelacés avec les miens devant l'autel. Comment elle a murmuré, on s'en occupe, avant les vœux. Maintenant, j'étais seul sur un canapé et elle était à l'autre bout de la maison, lumières éteintes, émotionnellement détachée. Son téléphone agissait comme un second battement de cœur ces derniers temps. Toujours à vibrer, toujours retourné pour que je ne puisse pas voir l'écran. Je me suis dit de ne pas trop y penser. Les gens étaient privés. Chacun méritait son espace. Mais maintenant, je me demandais qui était à l'autre bout du fil de ces messages. Était-ce juste le travail? Ou était-ce quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui la faisait sourire comme elle me souriait autrefois? Je me suis levé et j'ai marché lentement vers la cuisine, me suis servi un verre d'eau et me suis planté devant l'évier, regardant par la fenêtre, dans l'obscurité. Le reflet de mon monde intérieur me fixait. Moi en jogging et t-shirt froissé. Le canapé derrière moi était comme un décor de théâtre. J'avais l'impression d'être une actrice jouant le rôle d'un mari dans un mariage qui avait perdu sa réalité. Il devenait évident que ce n'était pas un état passager. Je ne regardais pas mon mariage sombrer. Je le regardais disparaître. Je ne savais pas quand le changement avait commencé. Je savais juste qu'il s'était accéléré ces derniers temps. Plus de distance, plus de silence, plus de ressentiment dans sa voix. Et moi, j'essayais de tenir le coup. De réparer ce qui était brisé. Mais on ne peut pas réparer ce qu'on a déjà abandonné. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que quelque chose de plus froid s'installait en moi, quelque chose de plus lourd que la tristesse. Je ne pleurais pas seulement ce que nous avions perdu. Je commençais à accepter que je m'effaçais de sa vie depuis longtemps, et qu'elle me laissait partir sans se battre. Sans résistance, sans regret, juste la sortie. Je retournai sur le canapé et m'assis à nouveau. Cette fois, sans m'affaisser, sans m'effondrer, mais en m'installant avec intention. Mes yeux se fixèrent sur la porte fermée de la chambre. Quelque chose en moi se durcit. Quoi qu'il arrive, ce n'était pas un accident. Et je n'allais plus faire semblant. Je n'étais pas aimé pendant une période difficile. J'étais effacé lentement, doucement, mais délibérément. Et maintenant, j'étais bien réveillé. La maison était trop silencieuse le lendemain. Pas paisible, vide, comme si j'en avais été effacé. Je ne sortis du lit qu'en milieu de matinée. Mira était déjà partie. Pas un mot, pas un texto, pas même une tasse de café sur le comptoir pour signaler son passage. Juste le silence. Un silence qui résonnait à mes oreilles plus fort que n'importe quelle alarme. Je pris une longue douche. Le genre où l'eau coule plus chaude que nécessaire juste pour vous rappeler que vous êtes encore en vie. Je restais là, la vapeur étouffant le miroir et le carrelage suintant autour de moi. Ce n'était pas du chagrin. Pas encore. C'était de l'engourdissement. Un calme auquel je n'avais pas confiance. Une fois sorti et séché, je me promenais dans la maison vêtue seulement d'une serviette. Comme si je n'étais pas à ma place ici. Ou peut-être que je me fichais de qui. Son parfum flottait encore faiblement dans l'air à l'étage, floral sur doux, une senteur que j'adorais. Maintenant, c'était comme un masque, quelque chose qui couvrait la pourriture. Je descendis l'escalier, m'assis au bord du canapé et fixai la table basse. La lettre de licenciement de la forge était toujours là. Elle ne l'avait même pas déplacée. Juste laissée comme si c'était un courrier indésirable de la veille. J'ai réalisé à quel point elle s'en fichait. Je me suis dit qu'elle avait peut-être juste besoin de temps. Peut-être que le choc d'apprendre que j'avais perdu mon emploi l'avait bouleversée. Mais je savais qu'il n'en était rien. Ce n'est pas le choc qui l'a fait craquer. C'est l'opportunité. Mira a vu une faiblesse et a saisi l'occasion. Et si elle pouvait faire ça sans hésiter, que pouvait-elle faire d'autre? Vers 14 heures, j'étais toujours sur le canapé. Pas de travail auquel faire semblant d'aller. Pas d'appel à rappeler. J'avais les stores à moitié baissés. La pièce était sombre, à l'exception d'un mince rayon de soleil. J'ai entendu le bruit de la serrure qui tournait et je me suis figé. La porte d'entrée a cliqué. Je n'ai pas bougé. Je me suis légèrement penché en avant, le coussin bougeant sous moi. Mon corps a su se taire avant mon cerveau. Puis j'ai entendu des rires, pas seulement ces voix. Deux, l'une indéniablement celle de Myri, l'autre celle de Bernice, plus âgée et plus fumeuse. Je suis resté parfaitement immobile. Il pensait que je n'étais pas là. Il n'avait pas vu ma voiture dans l'allée.
Je l'ai garé au bout de la rue, essayant d'éviter de penser à quelque chose de trop définitif, comme partir. J'étais censé être dehors, brisé, à postuler à des emplois dont je n'avais pas besoin. Au lieu de cela, j'étais dans le couloir, derrière le mur de l'escalier, hors de vue. À écouter. Alors, il y croyait vraiment, demanda Bernice avec un petit rire sarcastique. Bien sûr qu'il y croyait, répondit Mira, le bruit de ses talons claquant tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Je n'eus même pas besoin de faire semblant d'être surprise. Laissez-le raconter sa petite histoire sanglotante, et j'ai hoché la tête comme si ça m'importait. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis agrippé à la rampe pour me rassurer. La voix de Mira ne m'avait jamais semblé aussi étrange. Ni colérique, ni même froide, juste une cruauté désinvolte et naturelle. Et il est resté assis là, continua Bernois, sortant probablement quelque chose du réfrigérateur comme si les lieux lui appartenaient. Comme un chiot attendant ses miettes, dit Mira, et ils éclatèrent tous les deux de rire. Vous auriez dû le voir tenir le journal comme si c'était la fin du monde. Je n'ai même pas demandé ce qui s'était passé. À quoi bon? Mon estomac s'est retourné. Pas seulement à cause de la trahison, mais aussi parce que c'était si facile pour eux, avec quelle habitude. Puis Bernie a dit quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Alors, qu'en est-il de la lettre? Cette lettre de promotion? Elle aurait déjà dû arriver. Lettre de promotion? J'ai eu froid dans le dos. Il n'est pas au courant, répondit Mira. Pas encore, mais quand elle arrivera, je m'en occuperai. J'ai vérifié je lisais le courrier tous les matins avant qu'il n'en ait l'occasion. C'est adressé à la maison, pas à lui directement. J'ai dû m'agripper à la rampe d'escalier pour ne pas entrer précipitamment dans la pièce. La lettre de promotion, celle que j'attendais. Elle arrivait ici, célébrant silencieusement, mais Mira avait un plan. Un plan qui ne m'incluait pas, dit Bernice d'un air satisfait. Ma petite futée. Une fois que ce sera à ton nom, ce sera plus facile de tout justifier. Justifier quoi? Puis la voix de Mira baissa, mais je l'entendis clairement, comme si elle me touchait droit au cœur. Grant est enfin parti. Il est temps de prendre un nouveau départ avec quelqu'un de meilleur. Je reculai, aussi silencieuse que possible, respirant à peine. Le plancher craqua sous mon talon et je me figeai. Aucune voix ne s'arrêta. Elle n'avait rien entendu. Je me faufilai dans l'ombre du couloir et m'accroupis, le cœur battant la chamade comme s'il voulait fuir cette maison avant moi. Elle ne parlait pas seulement de me quitter. Elle parlait de me remplacer. Un nom flotta dans la cuisine, porté par la voix de Bernice comme une flèche empoisonnée. Étalon? Mira rit de nouveau. Pas le genre de rire qu'on entendrait dans une conversation, mais un rire qui sonnait plutôt comme une victoire. Talon attend. Une fois Grande sortie, on rendra l'affaire publique. Il cherche déjà des appartements près de la ville avec moi. Talon, le soi-disant simple ami de travail, celui qu'elle ne me laissait jamais rencontrer. Le type qui semblait toujours surgir quand son téléphone sonnait tard le soir. Et maintenant, tout prenait sens. Tout cela. La distance, le silence, la colère. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas du stress. C'était de la préparation, une campagne d'effacement, déguisée en détachement. Ils n'attendaient pas que j'arrange les choses. Ils attendaient que je craque. Je m'adossais au mur, le souffle court, l'esprit à toute vitesse. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je n'arrivais pas à croire depuis combien de temps je vivais avec une femme qui planifiait ma disparition pendant que je lui préparais le dîner et je lui ai frotté les pieds fatigués. Mais je n'ai pas pleuré, loin de là. J'ai laissé la fureur s'installer au plus profond de mes os comme un sédiment, lourd, solide. Je ne fuirai pas. Je ne les affronterai pas. Pas encore. S'ils pensaient que j'étais abandonné, négligé, effacé, alors j'avais un avantage. Ils ne le pensaient pas. Ils pensaient que j'étais parti. Mais j'écoutais et j'étais toujours là. Je suis resté figé sur place longtemps après que les rires se soient estompés et que la porte d'entrée se soit refermée derrière eux. Je ne savais même pas combien de temps ils étaient restés. Peut-être 20 minutes, peut-être moins. Mais l'écho de leur conversation a ricoché dans la maison comme un coup de tonnerre. Je ne pouvais pas la distancer. Les mots de Mira se répétaient dans ma tête, tournant en boucle comme un enregistrement déformé. Il est tellement pathétique en ce moment. Je n'ai même pas eu besoin de feindre la compassion.
Je travaille déjà sur le plan de sortie. La dernière est restée coincée dans ma poitrine comme du verre. Il faut juste qu'il signe les papiers et s'en aille. Ma respiration s'est ralentie, de façon anormale. Mes muscles, immobiles. Les reflets de mon inclinaison derrière le mur du couloir commencèrent à se dissiper, mais sans laisser place au soulagement. À un calcul, à quelque chose de plus froid. Ni à la panique, ni au chagrin. À une stratégie. Je retournai au salon comme un homme se déplaçant sur une scène de crime, essayant de ne pas perturber les preuves. La fausse lettre de licenciement était toujours sur la table, là où je l'avais laissée. Je la fixai longuement. Dans le silence, je pouvais presque l'imaginer la relire, la regarder, non pas avec confusion ou inquiétude, mais avec joie, comme si elle cochait une case sur une liste secrète. Ce n'était pas une femme prise au dépourvu. C'était quelqu'un qui attendait un moment comme celui-ci, une excuse, un faux pas, quelque chose à transformer en moyen de pression. Mais je n'avais pas fait faux pas. Cette lettre, c'était un appât. Et elle l'avala comme si c'était son droit de naissance. Je m'assis lentement, les coudes posés sur les genoux, les doigts entrelacés, le regard fixé au sol. Une part de moi, une vieille version naïve de Grant Elwood, voulait croire à un coup de chance. Ce stress l'avait déformé. Que Bernice empoisonnait ses pensées. Que Talon n'était qu'un moment de faiblesse. Mais ses excuses ne tenaient plus. Ce n'était pas un hasard. C'était une campagne. Et elle était en marche depuis des mois. Je la voyais clairement maintenant. Comment elle avait modifié le récit. Les disputes soudaines à propos d'argent. L'étrange attitude défensive quand je l'interrogeais sur ses horaires de travail, les versements accidentels sur son compte personnel au lieu de notre compte commun. Tout cela n'était qu'un travail préparatoire. Elle avait monté un dossier contre moi. Discrètement, systématiquement, j'ai pris mon téléphone et ouvert l'application Bloc-Notes, soudain reconnaissante d'avoir eu la présence d'esprit de rester immobile et d'écouter. J'ai commencé à écrire tout ce que j'avais entendu. Talon attend. La lettre de promotion sera bientôt à ton nom. Il est tellement pathétique en ce moment. Je travaille déjà sur le plan de sortie. Il faut juste qu'il signe les papiers et s'en aille. Il y avait une finalité dans ces mots qui ne me faisait plus peur. Cela m'a aiguisé. Elle comptait sur moi pour m'effondrer, pour plier sous le poids de rejet et de culpabilité. Elle pensait que si elle jouait son rôle correctement, une indifférence enveloppée d'une fausse générosité, je lui faciliterais la tâche. Mais elle ignorait ce qu'elle avait réveillé. Je me suis levé et me suis dirigé vers le placard du couloir. À l'intérieur, derrière une boîte de vieilles couvertures et une décoration de Noël usagée, je gardais le coffre-fort ignifuge verrouillé. La clé était toujours dans mon bureau à l'étage. Je suis allé la récupérer, mes doigts remuant avec une détermination nouvelle. À l'intérieur se trouvaient des années de documents, reçus, actes notariés, relevés de prêts, courriels imprimés et soigneusement étiquetés dans des dossiers. J'avais toujours été le planificateur de notre mariage. Mira avait qualifié cela d'ennuyeux, obsessionnel, mais maintenant mes habitudes ennuyeuses étaient mon armure. Je feuillette des dossiers et trouve ce que je cherchais. Les relevés d'acompte pour la maison. Les relevés d'investissement de mes comptes privés. Les reçus de la rénovation de la cuisine, entièrement payés avec ma prime d'il y a 2 ans. Chaque achat commun dont elle aimait s'attribuer le mérite. Des traces écrites claires et nettes. J'avais un plan, là, dans ma tête. Je n'allais pas pour l'affronter. Pas encore. Elle avait besoin de croire que j'étais toujours vaincu. Toujours recroquevillé sur le canapé comme un chiot attendant les miettes. Qu'elle pense que le plan fonctionnait. Qu'elle continue à parler à Bernice. Qu'elle pense que Talon avait déjà gagné. Plus elle me sous-estimait, mieux c'était. Mais il y avait autre chose qui couvait sous la stratégie. Quelque chose de plus sombre. Quelque chose de plus lent. Ce n'était pas de la rage. C'était de la trahison. Le genre qui ne crie pas. Elle couve. Comment se remettre d'entendre la personne qu'on aime, celle qu'on a choisie, et construire une vie avec, se moquer de sa douleur comme si c'était un inconvénient? Comment rentrer dans une pièce où l'air a encore son odeur sans avoir un haut-le-cœur à cause du dégoût qui y est maintenant attaché? Elle avait ri. Elle avait ri de mon prétendu échec. Elle avait ri de ma douleur. Ce n'était pas seulement de la déloyauté. C'était de la cruauté. Je me suis rassise sur le canapé et j'ai regardé l'horloge.
Elle serait à la maison dans 2 heures, peut-être moins. Je devais être prête, pas avec des mots, non pas accusateurs, mais calmes. Car la donne avait changé. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à classer mes dossiers, à numériser des documents, à tout transférer sur un espace de stockage cloud protégé par mot de passe. Je savais qu'il me fallait un avocat, quelqu'un qui comprenne plus que le divorce, quelqu'un qui comprenne la stratégie. Peut-être Marcus Aille. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais il était vif d'esprit. Et surtout, il détestait les brutes. Tout en travaillant, je répétais mon rôle. Le mari abasourdi, le rêveur déçu, l'homme trop brisé pour se battre. C'était lui qu'elle voulait que je sois en ce moment. Parce que si elle pensait que je continuais à jouer son jeu, elle continuerait à dévoiler ses cartes. Et moi, je serais patient. Elle voulait que je m'en aille. Mais j'en avais assez de marcher. J'en avais assez de faire l'idiot. Elle pensait que c'était échec et mat. Elle ignorait totalement que je n'avais même pas encore bougé madame. Je me suis réveillé avec le nom de Talon sur la langue comme du poison. Ce son résonnait dans ma tête, se répétant à chaque respiration. Je ne pouvais pas oublier ce que j'avais entendu. Je l'avais entendu la veille. Talon attend. Une fois grande sortie, on rendra l'affaire publique. Je n'ai pas beaucoup dormi. Impossible. Je suis resté éveillé une bonne partie de la nuit, les yeux rivés sur le ventilateur de plafond, comptant les rotations, laissant le sifflement des pales s'accorder au rythme de mes pensées. Mira dormait profondément à mes côtés, paisiblement, comme si sa conscience n'avait rien de sinistre. Mais la mienne, était parfaitement éveillée, alerte, à l'affût du moindre mouvement, de la moindre altération de sa respiration. Chaque fois que son téléphone vibrait et qu'elle le détournait de moi avec cette prudence familière. Elle n'a jamais prononcé le nom de famille de Talon, mais je me suis d'abord vaguement souvenu de lui. Puis, avec une clarté terrifiante, il était là depuis quelques années. Un collègue de travail, comme elle l'appelait. Grand, suffisant, toujours trop parfumé. Le genre d'homme qui vous regarde comme s'il possédait déjà quelque chose. Je me souviens aussi de la façon dont il a serré Mira dans ses bras, juste une seconde. Longtemps. Comment elle minimisait les choses, se moquant de lui comme si c'était inoffensif. Il est comme ça avec tout le monde, m'avait-elle dit un jour quand je l'avais interrogé. Séducteur, certes, mais totalement inoffensif. Inoffensif. C'était le mot que je croyais. J'étais allongé dans le noir, les yeux rivés au plafond, me souvenant de la façon dont elle répondait à ses textos avec un sourire narquois. Comment elle avait complètement cessé de le mentionner au bout d'un moment. Non pas parce qu'ils avaient cessé de se parler. Non, parce que c'était devenu clandestin. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas nouveau. Talon n'était pas apparu de nulle part. Il était là, persistant dans l'ombre comme de la fumée. Mira m'avait peu à peu remplacé dans son cœur, dans ses projets, et finalement dans son avenir. Ce n'était pas soudain. C'était délibéré. J'ai sorti mes jambes du lit et j'ai descendu l'escalier pieds nus, ne voulant pas la réveiller. J'avais besoin d'espace, d'air, de quelque chose de solide auquel m'accrocher. La cuisine était sombre, éclairée seulement par la faible lumière au-dessus de la cuisinière. Je suis resté là un moment, les yeux fixés sur le comptoir où nous prenions notre café ensemble le matin. Sa tasse était encore dans l'évier depuis la veille, une tache de rouge à lèvres sur le bord. J'avais l'estomac noué. J'ai préparé du café et me suis assise à la table à manger, laissant la chaleur âcre me brûler la gorge. Je l'ai accueilli avec plaisir. Cela m'a aidé à rester concentré, car ce n'était pas seulement une trahison. C'était la guerre. Il préparait une prise de contrôle totale, et j'étais censé partir discrètement. J'ai sorti mon carnet et j'ai recommencé à écrire. Des puces, des noms, des chronologies, Talon, Bernice, le récit forgé, son plan de sortie, les appels téléphoniques qu'elle prenait à l'étage, les nuits où elle travaillait tard, les soirs où je lui ai proposé de venir la chercher, et elle m'a répondu sèchement comme si j'avais dépassé les bornes. Je me suis souvenu de la dernière fois que j'avais vu Talon en personne. C'était une soirée d'entreprise. Mira m'avait entraîné sans conviction. Je me souviens d'être resté près du bar pendant qu'il se penchait vers elle, murmurant quelque chose qui la fit rire et lui toucha le bras. Mira m'avait présenté rapidement, comme si j'étais quelqu'un pour qui elle devait une brève explication. Ni son mari, ni son partenaire, juste un complice.
Je lui ai serré la main. Sa poigne était ferme, assurée, trop assurée. Maintenant, je comprenais pourquoi. Parce qu'il savait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et elle aussi. J'ai balayé la cuisine du regard, voyant les fantômes d'instants que je croyais réels. La fois où nous avons dansé pieds nus sur ce sol en attendant que les pâtes cuisent. La fois où elle m'a embrassé sans raison pendant que je rangeais le lave-vaisselle. Tous ces souvenirs me posaient maintenant des questions. Avait-elle déjà commencé à s'éloigner à ce moment-là? Avait-il déjà fait partie de notre vie avant que je ne le remarque? Je me suis levé et je me suis dirigé vers le placard du couloir, j'ai ouvert le tiroir où nous gardions les dossiers de la maison. J'ai feuilleté jusqu'à trouver la facture de téléphone. Puis j'ai attrapé mon ordinateur portable. J'ai ouvert le journal des appels et je l'ai comparé à ses messages. Elle avait un numéro enregistré sous JB. J'ai cliqué dessus. Des mois de SMS, fréquents, constants. Même lors de notre dîner d'anniversaire l'année dernière, c'était lui. Je le savais. Dans l'appartement près de la ville, elle l'avait dit avec tant de désinvolture. Talon cherchait déjà des appartements près de la ville. C'était plus qu'une liaison. C'était un déménagement, un remplacement. Elle ne me quittait pas sur un coup de tête. Elle quittait notre vie comme si c'était un mauvais bail, un bail qui avait fait son temps. Je me suis rassis et j'ai regardé par la fenêtre tandis que les premières lueurs du jour perçaient à travers les arbres. Je me suis demandé si elle lui avait tout raconté, s'il savait combien de fois j'étais allé la chercher au pressing, combien d'heures j'avais travaillé pour l'aider à rembourser ses prêts étudiants, combien de fois je l'avais défendu contre sa propre mère? Savait-il que j'avais passé des nuits blanches à taper son CV pour un nouvel emploi qu'elle avait fini par détester? Ou comment je l'avais dissuadé de démissionner après une mauvaise critique? Il n'en savait rien. Il n'était pas obligé. Il devait juste arriver au bon moment. Avec un nouvel appartement et quelques textos coquins, et elle était à lui. Mais je n'étais pas encore hors jeu. Elle pensait que je l'étais. Elle pensait que je l'étais. Trop faible pour riposter. Mais maintenant, je n'avais plus envie de sauver quoi que ce soit. Je voulais tout savoir et m'assurer qu'elle sache que je la voyais. La vraie elle. Celle qui murmurait à propos de plans de sortie en sirotant du vin. Celle qui me traitait d'inutile alors qu'elle projetait de voler ce que j'avais construit. Celle qui n'hésitait pas à se débarrasser d'un homme qui lui avait donné 9 ans. Qu'ils planifient. Qu'ils décorent leur petit appartement de rêve en ville, car je ne partirai pas. J'allais m'assurer qu'en partant, je prendrais tout ce qui m'appartenait et ne laisserais rien derrière eux pour qu'ils puissent construire leur nouvelle vie. Le lendemain matin, le poids dans ma poitrine était différent. Ni plus lourd, ni plus léger, ni plus tranchant, comme une lame. Je traversais la maison avec un silence délibéré, non pas par crainte de Mira, mais parce que je voulais observer, comme un homme en territoire ennemi qui avait autrefois élu domicile ici. Chaque photo au mur, chaque tasse à café dans le placard me semblait maintenant une pièce dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle était déjà partie quand je me suis réveillé. Son absence je ne ressentais plus de piqûre. Cela confirmait ce que je savais déjà. Elle ne s'éclipsait pas comme ça. Elle laissait la place à quelqu'un d'autre. J'étais assise au bar, un stylo à la main et un bloc-notes posé à plat sur le comptoir. Il était temps d'organiser tout ce que j'avais entendu et tout ce que j'avais découvert. Il n'y avait plus d'illusions auxquelles se raccrocher, seulement des faits. Objectif numéro 1, tout documenter. Objectif numéro 2, sécuriser ce qui m'appartient. Objectif numéro 3, leur faire croire qu'ils gagnent. J'avais fait carrière dans les détails, les chiffres, les données, la structure. Mon cerveau traitait l'information avec une précision irréprochable. Cette partie de moi, le côté méthodique, était restée silencieuse ces dernières années, engourdie par la routine du mariage de confiance. Mais maintenant, il était de retour et il était bien réveillé. Tout a commencé par la maison. J'ai remonté tous les documents concernant la compte, les remboursements hypothécaires et les rénovations. Les panneaux solaires, la cuisine rénovée, la terrasse, chaque chèque, chaque virement bancaire remontant à mon compte personnel. Elle n'avait jamais contribué à plus de la moitié de la taxe foncière, et j'avais les reçus pour le prouver. J'ai déménagé à côté des véhicules. Le SUV qu'elle conduisait était à mon nom sur le titre de propriété, pas le nôtre. Payé en totalité, assuré par ma police d'assurance, entretenu à mes frais. Elle adorait me le jeter au visage quand on se disputait. Tu fais comme si la voiture était un cadeau que je n'avais pas mérité. Mais
Maintenant, je voyais la vérité. Elle considérait tout comme une fatalité, jamais comme une bénédiction partagée. Puis j'ai ouvert notre dossier de fichiers partagés sur mon ordinateur portable, celui qu'elle touchait rarement. J'ai commencé à tout collectionner. Relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, échanges de mets, tout ce qu'elle pouvait utiliser contre moi. J'ai archivé et annoté. Je ne construisais pas seulement une défense, je construisais une attaque. Mais le dossier le plus douloureux que j'ai ouvert ce jour-là était intitulé « SMS ». Des captures d'écran que j'avais prises discrètement au cours des derniers mois. Des petites choses que j'avais ignorées à l'époque. Une blague privée qu'elle avait envoyée à quelqu'un d'autre à minuit. Un appel qu'elle avait passé au garage pour ne pas me réveiller. Un événement mystérieux dans le calendrier marquait « Réunion de travail du midi, sans client associé ». Je savais maintenant qui étaient ces messages. Car et pourquoi ils ont toujours été effacés par la suite. J'aurais dû remarquer plus tôt. J'aurais dû écouter les petits sentiments de rongeur au lieu de les insérer comme de l'insécurité. Mais c'est ce que fait la loyauté. Cela vous aveugle. Fait des excuses au nom de la personne même tenant la lame derrière le dos. J'ai passé la journée comme un homme en mission. Focus, mécanique. J'ai sauté le déjeuner, j'ai à peine bu de l'eau. Chaque fois que je pensais à faire une pause, j'ai entendu la voix de Mira écho dans ma tête. Il est trop doux pour se battre. Il ne le verra pas venir. Ils avaient construit un plan sur l'hypothèse que j'étais prévisible, faible, facile à faire taire. Mais je l'avais vu maintenant. Le plan de Érasé. C'est ce que c'était. Une conception architecturale complète de mon retrait. Pièce par morceau, pas seulement de la relation, du récit, de la vie que j'avais aidé à construire. Il prévoyait de vendre la maison. Mira avait forgé des documents, donnant l'impression qu'elle était la seule investisseur. Je pensais probablement que je ne le combattrais pas. Peut-être que nous avons compris que quelques-uns des signatures ici et là ne seraient pas remarqués si je m'éloignais tranquillement. Et si je ne le faisais pas, eh bien, ils avaient un plan pour cela aussi. Cette partie est venue plus tard dans la conversation du couloir. La partie qui ressemblait à un couteau dans les côtes que je ne m'attendais pas. J'ai quelques textes de son collègue, Mira avait dit, sa voix basse est suffisante. Ce qui pourrait mal paraître si vous les lisez de la bonne façon. Si nous avons besoin de le tordre, nous pouvons donner l'impression qu'il a triché. Bernice Avery. Elle est mignonne aussi, a ajouté Mira. Un juge la regardera et le croira. Croyez-moi, ce moment, ces mots ont brûlé plus chaud que les autres. Je n'avais même pas flirté avec Mélissa, le collègue auquel il faisait référence. Elle était juste sympathique, serviable. Mais parce que je l'avais remerciée de rester en retard avec moi pour terminer un projet, et elle avait répondu avec un visage souriant, j'étais soudain le méchant dans un script que je n'ai pas écrit. Il ne planifiait pas seulement un trahison. Il planifiait un assassinat de personnage. Et Mira, ma femme, ma partenaire, la femme en qui j'ai confiance en mes moments les plus vulnérables, était au centre. Je me penchai en arrière sur la chaise et regardai le plafond, une douleur terne se formant derrière mes yeux. Je me sentais comme un fantôme hantant ma propre vie. Mais je n'étais pas encore mort. J'ai passé le reste de la soirée à tout sauvegarder. Drive USB, stockage en nuage, dossier de messagerie sécurisé, copies imprimées et scellées dans des enveloppes de manie au cas où. J'ai même écrit une chronologie. Tout ce dont je me souvenais, les dates, les modèles, les conversations, comme un détective déposant un rapport de cas. Seulement cette fois, j'étais à la fois victime et enquêteur. Au moment où Mira est rentrée à la maison, j'avais tout emballé soigneusement dans les tiroirs. Mon expression était calme, composée. Je ressemblais à un homme qui avait passé la journée à bouder devant la télévision. Elle a franchi la porte sans me regarder, jeté son sac sur le comptoir et attrapé une bouteille d'eau mousseuse. Pas un mot. Elle pensait le silence signifiait la défaite. Mais je n'étais pas silencieux. Je me préparais. Et le moment venu, elle ne le voyait même pas venir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Mon esprit tourne déjà des engrenages. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Mira avait son plan soigneusement enfilé de manipulation et de tromperie. Mais maintenant j'avais le mien. Ce ne serait pas fort. Ce ne serait pas en colère. Ce serait méticuleux, légal, indéniable. Je m'habillai un pull bleu marine et un jean foncé, neutre, oubliable. Puis j'ai rassemblé tous les dossiers que j'avais préparés la nuit précédente.
Étiqueté, commandé, eurodomagisé, relevé bancaire, reçu de rénovation à domicile, titre de véhicule, message, photo, même l'email montrant le transfert de fonds de mes économies privées dans notre compte conjoint pour le pont de la cour. Signé par moi, jamais elle. Preuve de contribution, preuve de propriété. J'ai sorti mon téléphone et composé la seule personne en qui j'ai confiance avec ce genre de situation, Marcus Aille. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, pas depuis que son entreprise m'a aidé à renégocier un ancien contrat d'investissement. Mais il avait toujours été le gars qui gardait son oreille près du sol et ses clients à 2 pas sigles, sans faille, le genre d'avocat qui n'a pas clignoté lorsque les choses sont devenues laides. Quand il a répondu, sa voix était aussi calme que je me souvenais. Grant, fais un moment. Ouais, dis-je, exhalant lentement. J'aimerais que ce soit un appel social. Il s'arrêta, sentant déjà le poids dans mon ton. Parlez-moi. Je ne l'ai pas sucre. Je lui ai dit tout, du faux-tir à la conversation du couloir. Mira Bernice Talon, la propriété forgée affirme, la sortie prévue, la tentative de cadrage avec mon collègue. J'ai tout exposé comme une confession que j'ai tenue depuis trop longtemps. Quand j'ai fini, il y avait un silence à l'autre bout. Puis Marcus laissa échapper un long coup de sifflet. Elle pense vraiment qu'elle joue aux échecs. Elle pense que je ne connais pas le jeu, j'ai répondu. Il s'éclaircit la gorge. Apportez-moi ce que vous avez. Tout. Je vais le regarder cet après-midi. Nous rédigerons des protections, des défenses financières et, si nécessaire, des contre-combinaisons. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Je veux qu'elle pense que je suis toujours dans le noir, toujours blessé. Vous avez un coup de feu, Grant. Le timing est tout. J'ai raccroché, attrapé mes dossiers et quitté la maison tranquillement. Mira dormait encore. Son dos se tourna vers mon côté du lit. Comme toujours. Je n'ai même pas ressenti l'attraction pour m'attarder. Plus maintenant. Je suis sorti par la porte comme je ne lui ai pas dû une explication parce que je ne l'ai pas fait. Le bureau de Marcus était au dernier étage d'un grand ville. Les murs en verre du sol au plafond, un décor minimaliste, le genre d'endroit qui ressemblait à la puissance portait des boutons de manchette et ne se sont pas excusés d'avoir chargé à l'heure. Je suis entré dans son bureau et j'ai tout disposé sur son bureau. Il a passé l'heure suivante à lire en silence, à retourner les pages, à mettre en évidence, à hocher la tête, à lever occasionnellement un sourcil. Enfin, il se pencha en arrière sur sa chaise, des doigts trempés sous son menton. Elle est bâclée, a-t-il dit. S'inconfie que les investisseurs forgés forment une blague. Vous êtes le seul entrepreneur inscrit sur tous les reçus de rénovation, sans parler de l'email montrant sa réticence à utiliser ses propres économies et les SMS. J'ai demandé, il tourna son moniteur vers moi, déjà sauvegardé sur 3 serveurs. Archive de capture d'écran, métadonnées intactes. Elle essaie de dire que vous avez triché. Nous l'enterrons sous des preuves. J'ai hoché la tête, la pression dans ma poitrine se relâchant pour la première fois depuis des jours. Mais Marcus a ajouté, nous ne pouvons pas encore aller fort. Elle pense que vous êtes brisé. Laissez-la. Plus elle pense plus qu'elle est en contrôle, plus elle sera imprudente. J'ai souri. Je suis doué pour jouer petit. Marcus a fait un mince sourire. C'est pourquoi tu gagneras. Nous avons tout rédigé. Un inventaire d'actifs, des formulaires de traçage financier, même un énoncé notorisé des événements de chronologie. J'ai signé, scellé et stocké le tout dans un dossier privé. Marcus gérerait le côté juridique tranquillement pendant que je jouais le rôle de l'homme oublié. J'ai laissé son bureau en se sentant plus léger, non pas parce que quelque chose avait encore été résolu, mais parce que j'avais passé de la survie à la préparation. Au moment où je suis rentré à la maison, Mira était dans la cuisine en sirotant du café et en envoyant des SMS. Elle n'a pas levé les yeux lorsque je suis entré. J'ai placé mes clés doucement sur le comptoir, puis je suis entré dans l'évier et je me suis versé un verre d'eau. Elle regarda. Tu étais parti tôt. J'ai haussé les épaules, je mets la tête. Elle inclina la tête. Ça va? Il y avait un battement de silence entre nous, une pause soigneusement construite. J'ai souri doux et petit. Je serai. Elle hocha la tête et retourna à son téléphone. Je pouvais presque entendre le calcul dans son esprit. Elle n'était pas encore prête à faire ressortir le piège. Attendant probablement que des documents juridiques passent. Ou peut-être pour que Talon ait fini de décorer son nouveau départ. Cette nuit-là,
j'ai recommencé le coffre-fort. Cette fois, j'ai ajouté quelque chose de nouveau. Photos. Des captures d'écran des invitations du calendrier sont des emplacements JB marqués. Fois une entrée marquée long déjeuner à 14h Jewel Ridge Towers a attiré mon attention. J'ai reconnu l'immeuble, une grande hauteur près de la ville, des locations d'entreprises et des appartements haut de gamme. C'est donc là qu'il a vécu. J'ai imprimé la page. Je n'avais pas besoin de la suivre. Je ne voulais pas me venger au sens traditionnel, mais je voulais un effet de levier. Et chaque mensonge qu'elle a tourné à partir de maintenant se tordre plus fort autour de son cou, gracieuseté de sa propre négligence. À 23h17, alors que Mira était sous la douche, je suis entré dans son bureau et j'ai trouvé le petit dossier rouge qu'elle pensait caché derrière de vieilles déclarations de revenus. À l'intérieur, un projet notarisé d'un accord de vente de propriété avec son nom à taper sur le mien. Aucune signature encore. Elle attendait toujours le bon moment, attendant que je m'effondre. Je l'ai remis exactement là où je l'ai trouvé et je me suis souri parce que ce qu'elle ne savait pas était simple. J'avais fini de jouer à son jeu. Maintenant, elle jouait le mien. Cette nuit-là, quelque chose a changé. Je l'ai ressenti dès que j'ai franchi la porte d'entrée. Quelque chose dans l'air, épais et performatif. Les lumières ont été atténuées juste assez bas pour sembler romantiques. Le jazz doux s'est renversé du haut-parleur Bluetooth. Elle a rarement touché et la table à manger était fixée pour deux. Verre à vin, une petite bougie allumée. Elle a même dîné sur le poêle. Poulet marsala, mon préféré. Mira n'a plus cuisiné. Elle se tourna de la cuisine comme sur cul, essuyant ses mains sur une serviette, un sourire serein et presque vulnérable sur son visage. « Vous y êtes, dit-elle, la voix chaude, le sucre sucré. J'ai pensé que vous pouviez utiliser un bon repas. Vous avez eu quelques semaines si difficiles. » Je l'ai regardé, rythme du cœur, visage, blanc. J'ai été entraîné par Marcus la veille. Gardez-le au niveau. Dites peu, laissez-la agir. Je suis intervenu lentement, suspendu mon manteau avec une précision minutieuse, comme je ne savais pas qu'elle était sur le point d'essayer de dessiner le rideau sur l'acte final de sa performance soigneusement chorégraphiée. Vous n'aviez pas à cuisiner, dis-je en jouant le jeu. Elle agita la main comme si ce n'était rien. Je voulais. J'ai pensé. Bien sûr, elle l'avait fait. Elle pensait qu'elle tenait toutes les cartes. Elle pensait que j'étais encore brisé. Nous nous sommes assis à la table. Elle a servi la nourriture elle-même, a même versé le vin. Je ne l'ai pas bu, je regardais juste en s'asseyant en face de moi avec un sourire répété. Ses yeux brillaient comme si elle s'était pratiquée pour les rendre doux dans le miroir avant de rentrer à la maison. Grant, commença-t-elle, sa voix plongeant dans ce ton de fausse empathie familier. Cela ne fonctionne plus. Là, c'était le terrain. J'ai cligné des yeux lentement et j'ai incliné ma tête comme si elle était surprise. Que voulez-vous dire? Elle soupira, prit une gorgée dramatique de son verre et la posa soigneusement. Nous ne sommes pas contents. Nous avons fait semblant. Et après tout, après la perte d'emploi, je pense qu'il est temps de nous séparer. Mira avait l'air de s'attendre à ce que je se casse, que je vous penche la tête, m'en doit. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête pensivement. Je suis stable. Alors, vous dites le divorce? Elle a baissé son regard comme si ça lui faisait mal, comme si elle n'était pas celle qui orchestrait le tout derrière mon dos avec l'aide de sa mère et de son petit ami de secours. Je veux juste ce qui est le mieux pour nous deux. J'ai gardé ma voix basse, et cela m'inclut en m'éloignant de tout ce que nous avons construit. Elle a hésité, juste un scintillement, puis s'est rattrapée. Je n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit. Menteur. Je vais m'assurer que tu vas bien, a-t-elle ajouté. Tendant la main à ma main comme si elle offrait des armes aux pauvres. Je l'ai laissé toucher mes doigts et garder mon expression encore. Tu fais ça pour moi. Bien sûr, dit-elle rapidement. Vous avez vécu tellement de choses. Vous aurez besoin de quelque chose jusqu'à ce que vous soyez à nouveau sur pied. La contrebande coulait à travers sa voix maintenant. Je pouvais le voir dans les coins de sa bouche. La confiance d'une femme qui pensait avoir gagné, qui pensait que je croyais que sa pitié était une gentillesse, pas une cage. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour la faire se tortiller. Puis j'ai souri. Pas large, pas dramatique, juste assez pour qu'elle le remarque. Merci, j'ai dit, ma voix lente mesurée. Cela signifie beaucoup.
Ses sourcils se contractèrent. Pendant une seconde, je pouvais la voir recalculer. Elle ne savait pas ce que je pensais, et cela l'a énervée. Elle pensait qu'elle réconforterait un homme brisé ce soir. Au lieu de cela, elle a rencontré l'immobilité, un calme qu'elle ne s'attendait pas. Elle arriva à nouveau, les doigts broutant le mien. Je veux que ce soit civil, Grant. Je pense que c'est mieux si nous l'interrompons doucement. Je suis d'accord. Cela l'a fait s'arrêter. Je veux que ce soit civil, j'ai ajouté. Et juste, elle hocha la tête un peu plus lente cette fois. Exactement. Juste. Je me penchai légèrement en avant. Nous parlerons bientôt des avocats. Paperasse, la maison, la voiture. C'est beaucoup à traverser. Mais tu as raison. Nous devons le faire de la bonne façon. Sa gorge travaillait alors qu'elle avalait. Vous prenez bien cela. J'ai eu le temps de réfléchir. Elle a offert un autre sourire, plus prudent maintenant. Je suis content. Le dîner s'est poursuivi en silence rigide après cela. Elle a essayé de discuter de petites choses sur son ami Janelle du travail, comment il pourrait faire un voyage d'une fille après la détresse de la poussière. J'ai hoché la tête, écoutant à peine. Je regardais son langage corporel maintenant, regardant comment elle jouait nerveuse et généreuse à parts égales. Tout cela faisait partie du plan. Adoucissez-moi, puis frappez. Mais j'avais déjà vu le contour. Elle ne savait pas que j'avais des copies des documents de forge qu'elle a cachés à l'arrière du dossier rouge à l'étage, ou que j'étais déjà allé à l'avocat, ou que j'avais déjà rédigé mes conditions. Quand elle s'est penchée en arrière, a drainé le dernier de son vin et a donné un soupir satisfait comme une actrice clouant sa scène finale, j'ai offert un remerciement silencieux et monté pour nettoyer la vaisselle. Elle m'a laissé. Alors que je lavais les assiettes, je l'ai entendu dans le salon envoyer des SMS à quelqu'un, probablement Bernice, peut-être même que Talon se reportait, leur disant à quel point cela s'est bien passé, comment Grant a pris l'appât, à quel point il serait facile maintenant d'aller de l'avant. Laissez-la la laisser avoir sa scène de clôture parce que les crédits ne roulaient pas pour moi. Il commençait tout juste. Quand j'ai fini dans la cuisine, je suis allé à l'étage au bureau et j'ai ouvert le tiroir où elle a gardé ses copies de nos dossiers fiscaux. J'ai placé une nouvelle enveloppe là-bas, vide, non marquée, épaisse. À l'intérieur, un résumé des documents juridiques Marcus et moi avions préparés. Ce fut le premier mouvement silencieux de beaucoup. Elle le trouverait bientôt, et quand elle l'a fait, elle savait que l'acte de sympathie n'avait pas fonctionné. Elle a essayé de fermer la porte tranquillement, en supposant que j'étais trop blessé pour me battre, mais tout ce qu'elle avait fait était de me donner l'ouverture que j'avais besoin de gagner sans jamais élever ma voix. La pièce était plus froide que d'habitude, presque clinique. Mira est entrée dans le bureau de médiation avec ses épaules carrées et son menton se leva légèrement, juste assez pour suggérer la confiance, mais pas tellement que cela ressemblait à une arrogance. Elle essayait de trouver un équilibre, l'image d'une femme gracieuse en séparation. Elle portait un maquillage doux, des tons en sourdine, un chemisier bleu pâle qui disait « Je suis composée ». Et une montre que je lui ai achetée il y a 3 anniversaires. La même montre qu'elle cachait son téléphone en dessous lors des conversations pour le dîner. Elle n'était pas présente pour. Bernice était juste derrière elle, les lèvres serrées, les yeux se précipitant comme si elle possédait le bâtiment. Elle a pris son siège de l'autre côté de la pièce comme si c'était une salle d'audience, et elle était là pour regarder la justice se dérouler pour sa fille. Je ne me suis pas soutenu quand ils sont entrés. Je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement assis, les mains repliées sur le dossier épais que Marcus avait placé devant moi, attendant que le spectacle commence. Les yeux de Mira ont brièvement tourné vers moi, à la recherche de faiblesse. Je ne lui ai donné personne, pas même un twitch. Juste une expression calme et illisible, le genre qui trouble le genre de personne qui s'attend à voir la douleur. Elle ne m'avait pas vu depuis des jours. J'étais resté délibérément rare à la maison, et même alors, silencieux, détaché. Elle l'avait pris comme une reddition. Je pourrais dire par les légers dans sa posture, comme si elle avait déjà compté cette réunion comme une victoire. Marcus est arrivé 1 minute plus tard, habillé comme toujours, chaque mouvement lisse et économique. Il n'avait pas besoin de faire un spectacle. Le pouvoir réel, s'annonce en silence. Le médiateur, une grande femme nommée Miskin, nous a accueillis et a ouvert la réunion. Elle a donné le préambule habituel sur le respect, le ton, la coopération. Mira hocha la tête comme si elle était au-dessus du reproche. Bernice croisa ses jambes avec un calme exagéré,
des mains perchées en haut de son sac. Nous avons commencé avec la propriété. Miss Keane a demandé s'il y avait des litiges sur la maison ou sa valeur. Mira s'est penchée. Nous y vivons tous les deux pendant des années. La propriété est partagée. Marcus a glissé le dossier à travers la table sans un mot. Keane l'a ouvert. Mira aussi. J'ai regardé son visage passer de l'auto-assuré à confondu en moins de 10 secondes. Reçu, a déclaré Marcus clairement. De l'acompte tiré du compte privé de Grant 3 mois avant le mariage. Rénovation, panneaux solaires, installation de pont, tous payés par lui. Relevé bancaire, confirmation par email, facture des entrepreneurs, son nom seul. Mademoiselle Keane a levé une page et l'a étudiée de près. Bernice se pencha en avant, essayant clairement de mieux regarder. Cela ne peut pas être vrai, a déclaré Mira, clignotant rapidement. Nous, je pensais que nous avions accepté. Non, j'ai dit mon premier mot dans la pièce. Vous pensiez que je ne vérifierais pas ou ne me souviendrais pas? King regarda entre nous. Il y a aussi une lettre. N'autorise ici de l'entrepreneur confirmant que le paiement provenait uniquement de Monsieur Elwood. Bernice a fait un bruit à l'arrière de sa gorge. Un petit moqueur comme elle voulait s'opposer mais n'avait pas le remorquage debout comme une rétention complète de la propriété. Marcus a poursuivi, aucune division de capitaux propres, pas de revente, pas de transfert. Grant conserve la propriété unique et les droits complets. Keane s'est tourné vers Mira. C'est une affirmation substantielle. Avez-vous des documents pour le réfuter? Elle ne l'a pas fait. Elle n'a rien apporté, juste sa confiance. Et maintenant, ça commençait à se fissurer. Je ne pensais pas qu'elle avait commencé. Je sais, dis-je, ma voix calme, stable. Vous ne pensiez pas que vous deviez le faire. Le silence qui a suivi était épais. Keane a marqué quelques notes et est passé à autre chose. La voiture, mon nom, les comptes, les captures d'écran des transferts, tous les miens. Puis vint la partie que Mira attendait probablement. Madame Elwood, Keane a dit doucement, vous avez affirmé dans votre formulaire de prémédiation que vous croyez que votre mari avait peut-être une relation inappropriée avec un collègue. Avez-vous l'intention de soumettre des preuves de cette réclamation? Mira redressa son visage glissant dans une expression de blessure répétée. Il y avait des textes. Je ne voulais pas les élever à moins que cela ne devienne nécessaire. Marcus a ouvert la section suivante du dossier et a placé 2 pages devant Keane. Verrouille complète. Les communications de Grant avec le dit collègue. Innocent, professionnel et entièrement sans rapport avec toute faute. En fait, voici un email de sa clarification de la nature de leurs interactions copiées à son propre superviseur. King regarda l'email, hochant lentement la tête. Et ici, a déclaré Marcus, glissant sur une autre feuille, sont des textes entre Madame Elwood et un homme du nom de Talon Montgomery, y compris des conversations sur les appartements, les voyages et les références à des subventions à l'écart. Qui a atterri comme un marteau. Le visage de Mira est drainé de couleur. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun mot n'est venu. Bernice atteint son bras instinctivement, chuchotant quelque chose de bas. Tu m'as espionné? Mira a finalement dit à peine au-dessus d'un murmure. Non, j'ai dit encore calme. J'ai écouté et j'ai fait attention. Quelque chose que vous avez cessé de faire il y a longtemps. Marcus plissa les mains. Nous ne demandons pas de pension alimentaire. Aucune réclamation d'actifs de Madame Elwood. Aucune bataille de cour. Juste un accord pour diviser équitablement. Quel est son séjour à lui? Keane s'est tourné vers Mira. Compte tenu de ce qui est présenté, êtes-vous prêt à procéder à cet arrangement? Mira était assise la figée. Puis elle hocha la tête. Petit, presque imperceptible. Nous avons traversé les formalités restantes, les boîtes à cocher, décrivant les signatures. Talon ne s'est pas présenté. Bernice était assise encore en pierre, son visage dur. À la fin, Mira ne m'a pas regardé. Pas comme je me suis tenu. Pas pendant que je serrais la main de Keane. Pas même pendant que je récupérais le dossier et que je me tournais pour partir. Mais juste au moment où j'ai atteint la porte, j'ai regardé en arrière. Elle était assise là, les mains pliées sur ses genoux, fixant la table. Et j'ai dit la seule chose qui avait vécu sur ma langue depuis que cela a commencé. Il s'avère que j'ai dit tranquillement, je n'étais pas si inutile après tout. Puis je suis sorti et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai emménagé dans le condo un vendredi.
L'endroit n'était pas beaucoup. Un peu moins de 1000 pieds carrés avec des planchers de bois franc usés, un balcon qui donnait sur les montagnes au loin, et une cuisine juste assez grande pour un, mais c'était le mien. Pas d'espace de placard partagé, pas de postis agressifs passifs, aucun péché du parfum cher de Mira s'attardant dans le couloir comme le fantôme de ce que nous étions. Il n'y avait pas de serviettes monogrammées, pas de photos de mariage encadrées, pas d'oreillers soigneusement organisés pour correspondre aux saisons, juste des murs vides en silence. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas effacé par lui. Je me sentais stable. J'ai déballé en silence, travaillant méthodiquement. Livres sur les étagères, tasse à café tapissée soigneusement dans l'armoire. La chaise en cuir que j'avais tirée de la vieille maison, l'une des rares choses dont elle n'avait pas essayé de discuter, s'asseyait maintenant près de la fenêtre comme un vieil ami. J'ai placé mon ordinateur portable sur le bureau, branché la lampe et allumé une liste de lecture. Pas de jazz, pas d'une ambiance douce, juste le genre de musique que j'aimais avant de tout faire sur le compromis. Je n'ai dit à personne que je déménageais ce jour-là. Pas de messages sur les réseaux sociaux, pas de texte de groupe. Je ne voulais pas féliciter. Je n'avais pas besoin de pitié. Ce que je voulais, c'était l'espace pour respirer pour recommencer. Le condo avait une vue, rien de dramatique, juste un étirement propre de toit et de cime, puis d'un ruban de montagne gris-bleu au-delà. Je me tenais à la fenêtre pendant longtemps, laissant le silence s'enfoncer. L'air sentait la liberté, même s'il portait la légère parfum de peinture et de vieux plâtre. Le soir, j'étais assis sur le balcon avec une bière, en regardant le coucher du soleil. Les couleurs se sont lavées dans le ciel comme si elles devaient être quelque part. Je ne l'ai pas fait. Pas ce soir. Pas demain. Pour une fois, le temps n'était pas un nœud coulant. C'était une étendue de route ouverte. Je ne pensais plus beaucoup à Mira. Oh, je me suis souvenu. Bien sûr, je l'ai fait. 9 ans de mariage n'évaporent pas comme le brouillard. Mais la colère avait commencé à se porter mince. Ce qui restait n'est pas la paix. Pas encore. C'était la compréhension qu'elle ne m'avait jamais vraiment vue. Pas comme moi. Seulement comme j'étais utile. Elle avait construit son plan sur mon silence. Son erreur pensait que le silence signifiait la reddition. Marcus avait géré le côté juridique proprement. Pas de pension alimentaire, pas de partage d'actifs. Elle est repartie avec sa voiture, une partie modeste des économies conjointes et un bail en son propre nom. Loin de l'appartement de la ville, elle et Talon avaient discuté dans les chuchotements. Parce que, il s'est avéré que Talon n'a pas attendu. Il n'a rien signé. Il ne s'est même pas présenté pour elle quand elle avait besoin d'un témoin à la table de médiation. Il a disparu. Poétique. Vraiment? J'ai entendu à travers la vigne qu'il avait accepté un emploi à l'Ouest, une start-up avec de longues heures et des femmes plus jeunes. Mira avait surestimé sa main et s'est retrouvée assise avec les conséquences seule. Quant à Bernice, j'ai supposé qu'elle planait toujours quelque part en arrière-plan, essayant de sauver le peu d'influence qu'elle avait laissé. Mais son nom ne m'a pas traversé l'esprit depuis des jours. Cette femme avait été une ombre sur mon mariage depuis le début, chuchotant toujours que Mira s'était mariée sous elle. J'imagine qu'elle ne chuchotait plus. J'imagine que le silence entre eux était aussi épais et tendu que celui que Mira m'a remis en nuit. Mais ce n'était plus ma préoccupation. J'avais arrêté de vérifier ses médias sociaux, cessé de me soucier si elle essayait de renommer sa vie, a cessé de regarder pour voir si elle échouerait ou s'épanouirait parce que j'avais appris quelque chose qu'aucune salle d'audience ou avocate n'aurait pu m'apprendre. La guérison ne concerne pas la vengeance. Il s'agit de récupérer l'espace dans votre propre poitrine et la mienne. Il se détendait lentement. Le travail est devenu mon encre. La promotion que j'avais simulée perdait avait traversé des semaines plus tôt. Et maintenant, je portais le titre de directeur régional comme un badge que j'avais gagné 2 fois. Je me suis présenté tôt, je suis resté concentré, a dit Petit, mais mes chiffres ont parlé pour moi. L'excellence tranquille était quelque chose que Mira avait trouvé une fois ennuyeux. Maintenant c'était ma superpuissance. J'ai reconnecté avec des gens que je n'avais pas réalisé que j'avais manqué. Déjeuner avec Caleb, un vieil ami de l'université. Randonnées hebdomadaires avec Jalen, un gars du bureau qui n'a jamais posé de questions personnelles, mais qui a toujours apporté de l'eau supplémentaire. J'ai même recommencé à jouer au basketball de ramassage le samedi, juste assez pour me rappeler que je pouvais bouger, respirer, transpirer et rire et ne pas être défini par ce que j'avais survécu.
Je ne me suis pas précipité dans les rencontres. Dieu, non. Ce n'était pas de l'amertume. C'était la sagesse. Vous ne plantez pas de graines dans un sol qui guérit toujours des incendies de forêt. Vous lui donnez le temps de retenir la pluie, de vous rappeler comment grandir. Mais j'ai parlé. J'ai flirté légèrement avec le barista qui se souvenait de ma commande. J'ai attiré l'attention d'une femme à la librairie qui m'a demandé si j'avais lu le roman dans sa main. Je ne l'avais pas fait, mais je l'ai acheté et j'ai terminé en 2 nuits. Le monde se sentait à nouveau ouvert. Pas facile, mais honnête. Certaines nuits, je serais éveillé, pas hors de la douleur, mais de la réflexion. Je pense à la version de moi qui était assise sur ce canapé le jour où je lui ai dit que je me suis licencié. L'homme qui s'attendait à ce que sa femme enroule ses bras autour de lui et dise « Nous allons comprendre cela ». Je l'ai pleuré un peu parce qu'il était bon, sérieux, loyal et il est mort ce jour-là. Mais à sa place, il a augmenté quelqu'un plus net. Quelqu'un qui ne confondura pas la fidélité avec l'amour ou le calme avec la faiblesse. Quelqu'un qui savait que parfois le silence n'était pas remis. C'était une stratégie. Un soir, environ 6 semaines après la finalisation du divorce, je suis tombé sur Bernice à l'épicerie de tous les endroits, elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur et poussait une charrette avec une expression aigre. Elle ne m'a pas remarqué avant d'être déjà à côté d'elle dans l'allée des céréales. Quand elle leva les yeux, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Grande Bernice. Nous sommes restés là en silence pendant une seconde et je l'ai vue. La curiosité dans son visage, la recherche, la nécessité de savoir si je me châtiais. Tu as l'air bien, dit-elle, forçant un sourire. J'ai répondu. Un autre battement de silence. Elle déplaça son sac sur son bras. Réglage de Miri. Je n'ai pas répondu. Elle a attendu que je me demande comment allait Mira. Je ne l'ai pas fait. Quoi qu'il en soit, dit-elle, son sourire craquant. Prenez soin de vous. Vous aussi, dis-je, je m'éloignant déjà. Cette nuit-là, je me suis assis à nouveau sur mon balcon, en sirotant du thé, cette fois, en regardant les montagnes sombres. L'air était net, calme, propre, la façon dont il se sent juste avant que quelque chose de nouveau commence. Et j'ai souri, non pas parce que j'en avais un, mais parce que j'avais survécu. Parce qu'il pensait que j'étais brisé. Mais je commençais juste à commencer.